Mais maintenant, c'est le premier temps. Et le premier temps, c'est que se passe-t-il à droite? Puisque la première fois, c'est la gauche qui a dégusté. Et là, le séisme, c'est la droite qui est concernée. C'est le candidat Les Républicains qui se trouve éliminé. François Fillon n'a fait que 20% des exprimés, c'est-à-dire un peu plus de 15% des inscrits. Il a terminé troisième. Il n'est pas au second tour. Nous allons en parler avec trois invités de ce parti, Les Républicains. Je vous les présente tous les trois successivement et après nous allons les questionner avec Hélène Salvi qui suit cette famille politique et qui a suivi toute la campagne des primaires et ensuite de François Fillon pendant cette élection. Édouard Philippe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député et vous ne vous représentez pas dans le cadre des règles sur le cumul des mandats et vous êtes maire du Havre, une très grande ville qui longtemps fut une ville communiste et que vous gérez avec succès. En face de vous, Mathieu Chessinger, voilà, vous êtes maire de Olivet dans le Loiret, hein, et nous nous sommes rencontrés déjà il y a quelque temps quand vous étiez à l'école normale supérieure sur des réflexions, d'un club de réflexion que vous animiez. Et en face de vous, Xavier Bonnefond, vous êtes maire d'Angoulême et également Les Républicains. Tous trois, je le précise, vous êtes soutien d'Alain Juppé. Vous avez été soutien d'Alain Juppé pendant la campagne des primaires. Tous trois, vous avez signé 3 tribunes qui ont rythmé un peu le débat, qui ont tenté de rythmer le débat. L'une, c'était « Les questions ne sont pas les bonnes », on y reviendra. L'autre, c'était sur l'absence de la Méditerranée. Et puis, une troisième, au lendemain du premier tour, envisager l'avenir de notre pays avec un regard neuf, toujours des tribunes collectives. Ce sont 3 hommes, Hélène, mais il devait y avoir une femme. Delphine Burki, élue également Les Républicains, maire du 9e arrondissement de Paris. Elle a eu un empêchement. Donc, voilà, la parité n'est pas tout à fait respectée, mais peut-être il faut le dire pour inviter la politique et les médias à la respecter. Donc, Hélène, je te laisse interpeller nos 3 invités. Bonsoir. Dans votre dernière tribune, donc celle qui a paru au lendemain du premier tour, vous prenez 2 urgences. La première, c'est d'appeler à battre le Front National le 7 mai prochain en votant Emmanuel Macron, et non seulement en votant pour lui, mais en plus en l'aidant à faire sa campagne. Et la deuxième urgence, c'est de reconstruire la ligne politique du parti, le vôtre, Les Républicains. Et vous regrettez dans cette même tribune le rétrécissement sur une ligne exclusivement identitaire et conservatrice. Effectivement, c'est ce qu'on a vu pendant la campagne de François Fillon. Il nous semble, mais vous allez peut-être nous détromper, que ça ne date pas de la campagne de François Fillon et qu'en fait c'est un mouvement qui est bien plus ancien, qui a commencé peut-être ou pas d'ailleurs, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Édouard Philippe. Ce qu'on peut dire sans, je crois, se tromper trop, c'est que en 2002, au moment où tout commence, la décision de fondre l'ensemble des familles de la droite et du centre dans un nouveau parti qui s'appelle l'UMP est une réaction à la présence au 2e tour de Jean-Marie Le Pen. Et l'idée de cette fusion, car c'est bien d'une fusion dont il s'agit, c'est assez simple, c'est de constituer un mouvement avec une base idéologique et politique suffisamment large pour faire en sorte que dans un système à 3, la gauche, la droite, le Front National, la droite soit à peu près certaine d'accéder au 2e tour de l'élection présidentielle. Et pour ça, on demande à des libéraux, à des centristes, à des gaullistes de se rassembler en considérant qu'au fond, ils ont entre eux plus de choses qui les rapprochent que de choses qui les séparent. Je vais vite, mais c'est ça l'idée. Ça marche en 2007, ça marche en 2012, ça marche tactiquement en 2012, au sens où le candidat sortant, qui se présente au nom de ce parti, accède au 2e tour. Et puis ça ne marche pas en 2017. Pourquoi? D'abord parce qu'en 2012, après l'élection présidentielle, l'UDI s'en va. C'est à la fois la conséquence de la tonalité donnée par Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle, enfin en tout cas c'est comme ça que l'UDI le justifie, et c'est aussi d'une certaine façon l'invitation à continuer à
on a dit droitiser ou décomplexer la ligne idéologique de la droite. Et il nous est apparu entre 2012 et 2017 que pour plein de raisons, certaines de fond, parfois d'autres probablement un peu conjoncturelles, le discours politique de la droite, alors même qu'il est beaucoup plus riche que l'impression qu'on peut en avoir, s'est un peu concentré, et notamment au moment de la présidentielle, sur cette ligne qu'on va dire conservatrice en matière de mœurs, identitaire en matière sociale et politique, et peut-être très libérale, mais très libérale exclusivement en matière économique. Et ça, c'est une famille de la droite, c'est légitime, ça existe, et ça a toujours existé, ça existera d'ailleurs longtemps, mais ce n'est pas toute la droite. Et il me semble qu'on est arrivé à un point où cette grande formation qui, pour avoir un sens, doit rassembler des familles politiques, c'est rétréci, c'est le sens du mot qu'on a utilisé, c'est rétréci au point que, quoi ? Au point qu'elle ne se qualifie pas pour le deuxième tour. Et donc ça pose la question à la fois du fond, et puis ça pose la question de la tactique. Est-ce qu'il faut revenir à plusieurs formations politiques ? Et ça, c'est une question sur laquelle moi, j'ai pas la solution. D'ailleurs, la solution, elle n'est pas tout armée à l'intérieur du crâne de quelqu'un. Elle va résulter du résultat de l'élection présidentielle, de la période qui va commencer après l'élection présidentielle jusqu'aux élections législatives, et qui va ensuite se poursuivre. Mathieu Gessinger, parce que la question d'Hélène était un peu une façon de vous demander dans votre propre bilan. Vous pouvez vous dire, vous ne souteniez pas François Fillon à la primaire. Au fond, c'est leur bilan, c'est eux qui ont fait cette évolution. C'était une façon de poser la question. Est-ce que vous ne devriez pas, puisque vous parlez de tremblement de terre, de séisme, vous avez les mots qu'avait la gauche en 2002 pour votre famille, est-ce que vous ne devriez pas revisiter plus avant, rappelons-nous, quand Nicolas Sarkozy devient président de la République, ministère de l'identité nationale et de l'immigration, est-ce que quand même ce n'est pas déjà là que des batailles n'ont pas été menées ou ont été insuffisamment menées dans votre famille politique ? Sans beaucoup de surprise, je me reconnais beaucoup dans la trajectoire que vient de décrire Édouard Philippe. J'ai pris ma carte à l'UMP lors du congrès fondateur, à la fin de l'année 2002 ou 2003. Donc vous êtes un enfant du séisme de 2002 ? Je suis surtout un enfant de l'UMP, dans le sens où je ne me voyais pas prendre ma carte à Démocratie libérale, pas plus au RPR et encore moins à l'UDF. Parce que c'était trois familles avec trois histoires, et moi j'avais le sentiment d'être de droite et de ne pas me reconnaître dans une écurie, parce que je pouvais être d'accord sur les questions régaliennes avec le RPR, être beaucoup plus libéral sur les questions économiques comme l'UDF, et avoir une sensibilité plus européenne avec Démocratie libérale. L'UMP, c'était l'occasion pour des gens qui ne voulaient pas être assignés dans une chapelle de se retrouver dans cette grande famille commune. Et ça, je crois que c'est le grand succès de la création de l'UMP qu'on n'a pas su faire vivre durablement. Et ce constat-là, aujourd'hui, on constate les fruits d'un point de vue électoral, au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Mais le diagnostic que l'on dresse aujourd'hui, avec quelques amis, Édouard Philippe nous avait soutenus à l'époque, avec Maël de Calan et Enguerrand Delannoy, nous avions lancé une motion pour le congrès de l'UMP de novembre 2012, qui s'appelait la boîte à idées. Et cette motion, elle faisait un double constat. Le premier constat, c'est que notre famille politique ne pouvait pas marcher simplement sur la jambe identitaire et conservatrice qui était à l'époque incarnée par la droite forte et qui est aujourd'hui reprise un peu par sens commun, et qu'elle devait parler à l'ensemble du spectre électoral de la droite et du centre. C'est notre premier constat. Notre second constat, c'était de dire que nos pratiques politiques étaient en train de vieillir et n'étaient plus adaptées aux nécessités du temps présent. Il fallait renouveler nos cadres, il fallait renouveler notre capacité à mobiliser des militants. Et 5 ans après, ces 5 années que nous venons de passer, nous les avons vécues un peu sous la chape de plomb de l'imam caché qui allait revenir, qui est finalement revenu et qui n'a pas pu embrayer jusqu'au bout. Nicolas Sarkozy. On peut nommer mais joué en grande partie par les médias. À Mathieu un vrai talent pour utiliser l'image de l'imam caché à propos de cette discussion. Ça, je dois dire, c'est assez admirable. Dans le sens où, dès le lendemain de la défaite de 2012, la question du retour de Nicolas Sarkozy a été immédiatement posée par les médias. Alors, il y a contribué en partie lui aussi, mais notre famille politique n'a pas réussi à se reconstruire. Et pendant 5 ans, complètement. Et pendant 5 ans, on est passé de crise en crise. Et les questions qu'on se pose aujourd'hui, à savoir la ligne politique, la capacité à rassembler, notre capacité à accueillir de nouveaux militants, à ne pas avoir que simplement des supporters, avoir une présence de terrain, ce que a réussi à faire En Marche, et ce que nous avions commencé à faire avec les comités d'Alain Juppé, aller toucher une autre partie de la population, aujourd'hui, il va falloir qu'on le reprenne.
Pardon, mais quand on vous écoute, on a l'impression qu'avant 2012, tout se passait bien. Or, en 2012, sauf erreur, vous avez quand même perdu. Donc, ça veut dire que quelque chose s'est quand même passé et quelque chose a été entamé avant, peut-être sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Loin de moi l'idée de pointer un homme, mais est-ce qu'il n'y a pas des responsabilités de politique menées sous ce quinquennat? Mathieu Bonnefond, pour finir le premier tour. Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, je ne sais pas parce que c'était il y a déjà finalement quelques années et les choses avancent très vite. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'était à la fois un échec et puis aussi peut-être une mauvaise stratégie parce qu'on le voit bien et moi je me reconnais très bien dans les propos qui ont été tenus soit par Édouard, soit par Mathieu parce que moi aussi j'ai pris ma carte à l'UMP à l'époque en 2002. Donc c'était ma première carte politique. Tous les trois en 2002. Je n'étais pas engagé avant et j'étais à l'époque un simple militant. Mais c'est vrai que la stratégie très clairement qui a été celle de notre famille politique à un moment donné et qui a pu fonctionner, puis après malheureusement peut-être plus, qui n'a plus fonctionné là en l'occurrence, c'était aussi d'être dans une stratégie de clivante, très clairement, de faire aussi de mobiliser un socle que certain qui a pu servir, qui a pu avoir ses points positifs dans la conduite. J'entends, enfin, conduite au sens politique du terme par Nicolas Sarkozy et qui, en finale, en 2012, a fini par être un échec. Mais c'était peut-être aussi un échec, mais surtout, ça n'a pas été aussi la victoire de François Hollande à l'époque, souvenez-vous. François Hollande est peut-être le premier président de la 5e qui a été élu avec moins de 50% des votants. Donc, c'était aussi déjà l'essoufflement je pense, d'un système, de gens qui étaient là aussi depuis de nombreuses années. Et 5 ans après, finalement, on a vu aussi bon nombre de personnes qui étaient déjà là il y a 5 à 10 ans, voire 15 ans. Moi, dans ma propre famille politique, à chaque fois qu'on traverse une crise, je suis effaré, mais sur les plateaux télé ou sur les gens qui sont appelés à réagir aux médias et donc à être vus par l'ensemble des Français, ce sont toujours les mêmes. Donc c'est compliqué à un moment donné de dire. Par exemple je ne pense à personne je pense à personne de manière précise. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez les mêmes têtes. C'est pas vous qu'on appelle, c'est pas les élus de terrain. Mais on voit bien que notre famille politique est composée de la même façon à l'échelle de son bureau politique. Et donc forcément, on ne peut pas attendre de véritables bouleversements d'un cénacle qui est le même depuis maintenant 10 à 15 ans. Pour terminer juste ce premier aspect de bilan, après Hélène va poursuivre sur la suite, ce que vous avez même déclaré lundi. Si vous deviez chacun dire à qui la faute précisément. La question a habité la gauche en 2002. Qui est responsable du fait que l'extrême droite, progressant, à seulement 970 000 voix celui qui est en tête, progressant, se retrouve au cœur non seulement de l'élection présidentielle, mais du débat qu'on a depuis 3 jours. D'abord, c'est compliqué de répondre à votre question parce que s'il y a une chose que moi j'ai appris, j'ai commencé mon engagement politique en 2000 en faisant la campagne avec Antoine Rufenac au Havre et en étant élu en 2001. S'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est quand même dans l'ensemble que la politique c'est du collectif. Alors il y a des personnalités, il y a des chefs, dans l'ensemble c'est collectif. Et donc l'idée de dire qu'il y aurait un responsable de cette évolution me semble un peu délicate. Et puis par ailleurs, il ne faut pas non plus dire que si Marine Le Pen se retrouve au niveau où elle est, ce serait collectivement et forcément de la faute de quelqu'un à droite. On est après un quinquennat dont on ne peut pas dire qu'il est satisfait. Avec du pluriel. Voilà. Bon, voilà. Donc je ne sais pas qui est responsable. Ce que je sais, en revanche, c'est que du côté de notre parti, toutes les responsabilités ne sont pas dans notre parti, mais du côté de notre parti, il y a probablement une responsabilité de ne pas avoir assez été disruptifs, productifs intellectuellement, originaux ou innovants dans notre façon de faire de la politique. Et j'en prends ma part, comme chacun peut en prendre sa part. Je n'étais pas président de ce parti, mais enfin, après tout, je suis membre du bureau politique, je dois en prendre ma part. On n'a pas inventé véritablement. Souvenez-vous, on nous avait promis au moment du retour de Nicolas Sarkozy un grand parti numérique. Des nefs, là, il ne s'est rien passé. On n'a pas été capable de créer, comme l'ont été systématiquement ceux qui ont été candidats à la primaire.
des petits groupes extrêmement mobiles, extrêmement capables de, en dehors de la structure partisane, comme En Marche a été imaginé, des nouveaux modes de financement. Bref, le parti s'est un peu fossilisé dans une espèce de rapport de force de pouvoir et pas du tout dans une production intellectuelle débridée qui aurait été susceptible de renouveler le genre. Et ça, c'est une responsabilité collective. Il va falloir reconstruire quelque chose. Mathieu, j'ai d'accord avec ça. Complètement d'accord, j'allais faire la même réponse. J'ajouterais juste un point, c'est notre incapacité, depuis de nombreuses années maintenant, à structurer une sorte de direction des ressources humaines au sein de notre famille politique. Parce que quand Xavier évoque les mêmes visages, aujourd'hui est en responsabilité encore dans notre famille politique la génération qui est arrivée aux responsabilités en 2002. Et cette génération n'a pas fait monter progressivement en place et organiser une forme de transition avec la génération d'après. Et on le vit au niveau local. Il faut qu'on aille s'imposer à chaque fois, parfois contre des gens qui ont perdu 2 ou 3 fois aux élections. Et je vois mes amis qui ont aujourd'hui qui sont candidats aux élections législatives. Ça a systématiquement été un combat, parfois même dans des mauvaises circonscriptions, pour qu'on fasse confiance à des jeunes pour leur mettre le pied à l'étrier et qui puissent justement contribuer à renouveler le personnel politique et préparer la génération de responsables d'après. Donc, oui à tout ce qui a été dit sur notre fonctionnement en tant que parti, et je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne cette responsabilité de ressources humaines au sérieux. Lundi soir, donc, au lendemain de la défaite de François Fillon, le bureau politique de votre parti s'est réuni et a adopté sans vote une déclaration que je vais vous lire. Face au Front National, l'abstention ne peut être un choix. Nous appelons à voter contre Marine Le Pen pour la faire battre au second tour de l'élection présidentielle et nous engagerons dès demain la campagne des législatives avec notre projet d'alternance, le seul capable de redresser la situation de la France. Concrètement, on appelle donc à battre Marine Le Pen, mais on ne cite jamais le nom d'Emmanuel Macron. Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite, pour ne pas dire complètement faux cul ? Moi, j'y étais, oui. C'est au moins byzantin. Au moins byzantin. C'est 1h30 de discussion pour savoir... Et en fait, c'est très intéressant. C'est 1h30 de discussion sur la base d'un texte qui est déjà un texte de compromis, qui a été préparé le matin par un petit groupe, et qui est déjà un texte... Je n'étais pas dans ce groupe-là, donc j'en parle librement, mais qui est déjà un texte de compromis. Certains voulant appeler à voter Emmanuel Macron, d'autres voulant appeler à battre Marine Le Pen. Et ce texte est un texte de compromis parce qu'il ajoute à l'idée de battre Marine Le Pen l'idée qu'il ne faut pas s'abstenir. Et donc vous avez pendant 1h30, il faut imaginer le truc, un bureau politique avec plus de 120 personnes, où certains disent qu'il faut un texte sur lequel on dit aux gens qu'ils ne peuvent pas s'abstenir et qu'il faut faire battre Marine Le Pen, ou il faut un texte disant que pour battre Marine Le Pen, il faut voter Emmanuel Macron. Bon, c'est comme une bonne base de discussion, mais pendant 1h30, c'est un peu long. Et quel est l'argument pour dire ne pas être faux cul, comme disait Cash non, mais Hélène. D'abord, moi, Hélène Salvi est peut-être un peu cash. Moi, je ne dis pas que c'est faux cul, je dis simplement que vous avez... Vous avez dit byzantin. J'ai dit byzantin, c'est quand même plus élégant. Mais ce que je veux surtout dire... Oui, c'est vrai. Ce que je veux surtout dire, c'est que... et c'est ça qui est intéressant. Vous avez des gens qui, et c'est parfaitement légitime dans un parti, veulent conserver l'unité du parti et penser tactique pour le coup d'après. Et je ne les critique pas, c'est parfaitement légitime. Et puis vous en avez d'autres qui placent, me semble-t-il, le débat sur un autre terrain, probablement sur un terrain qui est plus un terrain de principe, moins intérêt du parti, préparation de la suite, et plus grand principe, et qui disent on doit être le plus clair possible lorsqu'on exprime une position contre le Front National dans ces circonstances. Et au fond, le clivage, il est là. Alors, on pourrait dire que c'est simplement un clivage de formulation. Je crois qu'au fond, il traduit un clivage qui est plus profond, et c'est ça qui est très intéressant pour la suite de ce qui va se passer à droite, une éventuelle recomposition, ou en tout cas une éventuelle rénovation, une éventuelle évolution. C'est que ceux qui pensent qu'il faut être d'une clarté totale face au Front National, en assumant le fait de dire oui, on va voter pour Emmanuel Macron, comme un certain nombre de gens à gauche l'ont fait avec Jacques Chirac, en se posant pas de questions, ou en s'en posant, mais en les tranchant de façon claire, et ceux qui mettent le débat sur un autre terrain, voilà. Et puis on peut aussi se poser la question de savoir si ça a un sens de faire vivre ensemble, dans un même parti, des militants qui auraient voté pour Marine Le Pen, ou des militants qui voteraient pour Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection. Et là, il y a quand même un petit sujet.
Devancer une Oui, de nos questions. Oui, mais On va alors y revenir précisément, tout à l'heure. quand on voit depuis 2 jours, en gros, 3 familles au sein de votre famille, c'est-à-dire ceux qui appellent clairement à voter Emmanuel Macron, ceux qui prônent davantage une abstention ou un vote blanc, et ceux qui sont plus discrets, mais pas forcément moins nombreux, qui seraient davantage tentés par le Front National. Ceux qui disent aujourd'hui, et au sein du bureau politique aussi, que eux, ils ne pouvaient pas appeler aussi facilement à voter Emmanuel Macron. Je pense notamment à Laurent Wauquiez, qui a prôné le vote blanc, ou au député. Il n'a pas prôné le vote blanc. Il a pas prôné. Il a dit que, Il a dit qu'il y avait plusieurs façons de lutter contre Marine Le Pen. notamment le vote blanc. Certains voteraient blanc, d'autres voteraient Emmanuel Macron, et que les deux choses étaient respectables. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, il a laissé planer cette forme d'ambiguïté. Il n'a pas été assez. C'est pas ma position, mais enfin, il n'a pas prôné le vote blanc. D'accord. Voilà. Il n'a pas été aussi clair que vous ne l'avez été, vous, dans votre texte. Il y en a d'autres, comme Georges Fenech, par exemple, le député, qui aujourd'hui a réagi à Nicolas Sarkozy, qui lui appelle clairement à voter Emmanuel Macron, en disant que, en gros, c'était une erreur et que ça pousserait, que le Front républicain pousserait dans les bras du Front National un nombre considérable d'électeurs déçus. Leur argument, c'est de dire que votre base, aujourd'hui, de toute manière, elle s'est extrême droitisée et qu'elle serait plus tentée par le Front National que par une candidature d'Emmanuel Macron. Vous qui êtes élus locaux, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Je ne suis pas complètement d'accord avec ce constat. Pour une raison simple, c'est que quand je regarde le résultat des élections chez moi à Olivet, les électeurs de droite, ils ne sont pas partis au Front National, ils sont partis chez Emmanuel Macron. Ça, c'est électoralement, concrètement, c'est un petit territoire, mais les chiffres électoraux sont. Votre commune, c'est 20 000 habitants à peu C'est près. 20 000 habitants au sud d'Orléans, dans le Loiret. Voilà, c'est une ville plutôt traditionnellement de droite, conservatrice. Et le basculement, il se fait vers Macron. Il se fait pas vers Macron Marine est en Le Pen. tête très largement. Pas très largement, mais il est en tête significativement. Il fait 32% des voix et François Fillon fait 28%. Et Marine Le Pen, elle, est à 11%. Donc voilà, il y a quand même et une participation de près de 83%. Donc un choix très net, très clair de nos concitoyens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on a une présidentielle, on vote en regardant les programmes, on choisit le candidat que l'on veut au premier tour, et ensuite on compare les deux programmes qu'il y a au second tour. Et au-delà Alain Juppé parlait hier de finasserie. Moi, je n'ai pas de jugement de valeur à porter sur les positions de chacun. Mais voilà, moi, quand je regarde le programme d'Emmanuel Macron et le programme de Marine Le Pen, il y a un bon petit bouquin de mon ami Maël de Calan sur la vérité du programme du Front National que j'invite tout le monde à lire, qui m'aide à faire mon discernement personnel. Et sans aucun état d'âme, je me sens plus proche du programme d'Emmanuel Macron, qui n'est pas mon programme, mais je me sens beaucoup plus éloigné du programme de Marine Le Pen. Donc je voterai Emmanuel Macron. Loin de moi l'idée de donner des consignes de vote ou de juger ce qui va être l'attitude des militants des Républicains ou de la famille politique de la droite. Parce qu'il ne faut pas non plus confondre les militants et notre électorat. La grande question qui va se poser, c'est celle du lendemain du second tour de l'élection présidentielle. Avec qui Emmanuel Macron va-t-il gouverner ? Qui va-t-il nommer comme Premier ministre ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, je revérifie encore cet après-midi dans Le Monde, qui sont les soutiens et l'entourage d'Emmanuel Macron, des technos qui étaient en cabinet ministériel sous François Hollande et des députés PS en rupture de banc. Jusqu'à présent, moi je ne vois pas de techno de droite significatif. Et Jean-Paul Delevoye. Voilà, qui est un peu rangé des voitures, si vous passez Oui, mais l'expression. qui s'occupe de la depuis campagne, un certain temps. de la Tout à campagne fait. législative. Jean-Paul Delevoye, il avait perdu la présidence du RPR. Et aujourd'hui, voilà, il y a un ou deux élus de nouvelle génération de droite, je pense à Jean-Baptiste Lemoyne qui le soutiennent, mais il n'y a pas de gens de droite. Quand Emmanuel Macron disait hier soir sur France 2, un tiers de gauche, un tiers de société civile, un tiers de droite, il a le tiers de gauche, il aura facilement le tiers de société civile. J'attends de voir le tiers de droite. Et la question de la recomposition et de savoir si on pourra faire cohabiter des militants dans le même parti, elle viendra de là. Parce que si il ne trouve pas ce tiers de droite, Emmanuel Macron, c'est simplement un progressisme, c'est-à-dire un parti socialiste New Look, et on retrouve notre clivage traditionnel droite-gauche pour les législatives. On perdra peut-être, mais il y aura une ligne claire. S'il arrive vraiment à construire un nouveau mouvement politique avec un tiers de gens de droite et significativement de gens de droite, alors là, on rentre dans une autre phase de recomposition et c'est très difficile de se prononcer avant ça. Xavier Bonnefond, même constat à Angoulême par rapport à la base électorale ou aux militants ? Oui. Pas ce sentiment que nous, on a en clair
a suivi la campagne quand même, et on a même vu les salles et leur comportement. Donc on a le sentiment vraiment de militants qui ont été chauffés à blanc, hein, qui sont amenés presque à être naturellement dans l'agenda plutôt virulent de l'extrême droite. Alors, bien sûr, nos militants, ils sont à l'image de la France et bien évidemment, nos territoires ne font pas exception. Mais en même temps, on voit bien quand même cette fracture quand même, hein, qui s'installe durablement à l'échelle nationale entre l'Est et l'Ouest, ou en tout cas le Nord-Est et puis le reste de la France. Et on voit bien que les terres de l'Ouest sont quand même déjà, on va dire, plus modérées. Moi, je viens d'Angoulême et bien évidemment, dans ma ville, Marine Le Pen, par rapport à il y a 5 ans, n'a pas forcément progressé. Donc, elle fait certes quelques dixièmes de plus, mais en nombre de voix, elle ne progresse pas. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément la même situation. Et c'est ça la complexité, finalement, de la refonte aussi de notre mouvement politique demain. Moi, je crois que la meilleure solution pour combattre l'extrême droite et puis le Front National, bien évidemment, je comprends les questions de tactique, les questions de stratégie, parce que quand on est à l'échelle nationale et qu'on gouverne, ou en tout cas on dirige un parti, il faut aussi être stratège et avoir des idées sur la meilleure stratégie à tenir. Mais franchement, au niveau local, la meilleure stratégie pour combattre l'extrême droite et le Front National, c'est quoi? C'est d'avoir des résultats. D'avoir des résultats dans nos gestions. Et en tant qu'élu local, on l'a. Et c'est ce qui fait peut-être aussi que le FN n'est peut-être pas forcément aussi fort que ça dans nos propres territoires. C'est les résultats. Et à l'échelle de la France, ça sera pareil. On voit bien que quand on compare aussi les cartes en fonction des résultats politiques, on voit bien que les montées du Front National sont les plus fortes là où le chômage a augmenté aussi de manière significative. Donc c'est d'abord en ayant des résultats qu'on fera bien sûr baisser le Front National demain. Et donc clairement, l'arrivée ou la non-qualification de François Fillon au deuxième tour, certes, on peut imaginer que si Nicolas Dupont-Aignan n'avait pas été candidat, peut-être François Fillon aurait fait 1,5 point de plus, et peut-être que le sujet qu'on est en train de débattre ce soir serait peut-être différent aussi, parce que finalement, c'est 1,3% qui sépare le deuxième du troisième. Que peut se faire donc, Mélenchon sur Hamon, en disant... Voilà, c'est un sujet finalement plus grave qui concerne, à mon avis, le pays et les Français, parce que ce soir, on n'est pas en train de parler, ou en tout cas, on ne doit pas s'arrêter à l'avenir des Républicains ou à l'avenir de nos propres responsables politiques nationaux. On est en train de parler de la France. Et ce que je vois, moi, en tant qu'élu local, c'est que non seulement dans mon territoire, la non-qualification de François Fillon, elle pouvait être pressentie, et donc elle ne m'a pas forcément, malheureusement, surpris, mais je ne connaissais pas forcément les résultats qu'il ferait ailleurs, sur le reste de la France. Et puis, surtout, c'est l'émergence de 4 pôles, quand même. Un pôle extrême droite, un pôle extrême gauche, et puis, bien sûr, aujourd'hui, des électeurs qui se sont portés sur Emmanuel Macron et François Fillon. C'est quand même 4 candidats autour de 20%. C'est quand même unique dans l'histoire de la présidentielle en France. Et c'est ça, à mon avis, qui doit nous interroger. Et c'est dans cette nouvelle façon de faire de la politique demain, et surtout d'avoir des résultats, et accepter de dire qu'on a échoué peut-être dans certains mandats où on a pu diriger le pays, et puis accepter aussi de dire, parce que c'est les mêmes qui soutiennent aujourd'hui Emmanuel Macron, que les 5 dernières années n'ont pas été bonnes et ont peut-être aussi été un phénomène aggravant de ces choses-là en termes d'analyse, je pense, pour notre pays. Ce que nous avons, je crois, bien documenté à Mediapart. Hélène, question suivante. Quand on vous écoute, on a un peu du mal à comprendre ce qui différencie la droite humaniste, libérale, européenne que Alain Juppé dit incarner, donc j'imagine vous aussi, d'Emmanuel Macron. En gros, la question c'est est-ce que finalement vous, au sein de votre famille politique, vous n'êtes pas plus proche aujourd'hui d'un Emmanuel Macron d'un Laurent Wauquiez? C'est une question qu'on nous a beaucoup posée, et j'imagine que c'est une question qu'on a beaucoup posée à l'inverse chez les socialistes les plus libéraux. Je suis bien persuadé qu'on a dit à des gens qui accompagnaient Emmanuel Macron au début, alors même qu'il était encore dans le monde socialiste, en leur disant qu'il était passé à gauche, de même qu'on a sans doute entendu, toi Mathieu et toi Xavier, et moi c'est certain, qu'on n'était pas assez à droite.
Donc c'est vrai que lorsque vous êtes pro-européen, libéral, et libéral pas simplement en économie, parce que vous pensez que l'organisation de la production par le marché, c'est quand même pas parfait, mais le truc le plus efficace qu'on connaisse, mais que vous êtes aussi libéral dans votre façon d'aborder les questions sociétales, quand vous êtes convaincu que l'État a un rôle, mais qu'il ne peut pas tout faire, vous êtes effectivement pas très loin de gens qui mettent un accent un peu plus fort sur un point, mais qui partagent ça. Donc oui, bien sûr, on pourrait dire, oui, on partage un certain nombre. Moi, je partage un certain nombre probablement de choix ou d'analyses avec Emmanuel Macron. Je l'ai d'ailleurs jamais caché. J'ai toujours dit. Est-ce que vous en partagez plus avec lui qu'avec des personnes qui font partie de votre propre famille politique? Je ne suis pas sûr que j'en ai partagé plus, mais je suis certain qu'il y a des choses qui me feraient dire que ce que je partage avec lui est plus important. Et c'est pour ça que je dis que la question sur l'attitude à adopter vis-à-vis du Front National n'est pas neutre du tout. Ce n'est pas simplement une question de formulation. Pour moi, c'est une question consubstantielle, mais pas simplement pour moi. J'ai entendu au moment du bureau politique Jean-Pierre Raffarin le dire de façon très claire. C'est fondamental. Le lien qu'on tisse dans sa conscience, dans son action politique, avec un certain nombre de sujets qui sont des lignes rouges et qu'on ne peut pas franchir et dont on ne peut pas s'accommoder de les tutoyer, y compris pour des questions tactiques. Et ça pourrait faire exploser, ou en tout cas ça pourrait donner à la droite le motif et les perspectives de sa recomposition. Voilà, est-ce qu'elle interviendra? J'en sais rien. Moi, il y a des choses que je ne partage pas avec un certain nombre de parlementaires de la droite la plus dure. Voilà. Mathieu Chessinger, je vais poursuivre. Pardon, allez. J'ajoute ça, c'est important. Je reconnais un immense mérite à la droite. C'est que moi, j'ai quasiment toujours été minoritaire dans mon parti. En tout cas, après sa création. Au début, j'étais majoritaire, maintenant, je suis minoritaire. Mais j'ai toujours disposé dans cette famille politique, y compris au moment où j'étais très minoritaire, j'étais le seul membre du bureau politique à ne pas voter le nom Les Républicains quand Nicolas Sarkozy l'a proposé. J'ai toujours disposé d'une liberté intellectuelle totale et d'expression totale. Et à une époque où les partis n'ont pas bonne presse, eh ben, au moins, je dois dire ça au crédit de mon parti, c'est qu'il m'a toujours laissé être dans une minorité active, loyale, mais active, sans jamais m'emmerder ou faire de pression, ou m'indiquer que si c'était comme ça, j'aurais pas telle ou telle investiture. De toute façon, vous dire que je me serais bien assis dessus, mais quand même. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et ça, vous voyez, typiquement pour moi, c'est une ligne rouge. Si un jour j'avais une pression à l'intérieur de mon parti sur une position à laquelle je crois, je le quitterais. Édouard Philippe, ce que vous voulez dire, c'est que les dynamiques, pourrait-on dire, mouvementistes, un leader qui crée un mouvement ex nihilo autour de sa candidature, En Marche et la France Insoumise sont parallèles, sont dans des dynamiques plus intolérantes que les procédures internes des partis politiques? C'est pas exactement ce que je veux dire, mais je pense que... potentiellement je pense que dans un parti politique, et finalement ça n'est pas... C'est un libéral qui vous parle, il y a des contre-pouvoirs. Il y a des statuts, il y a des contre-pouvoirs, et il y a moins, d'une certaine façon, c'est curieux d'imaginer ça, mais il y a moins la culture d'une forme de césarisme ou d'une culture du chef. Et c'est amusant que ce soit quelqu'un qui vient du parti gaulliste ou qui se reconnaît aussi beaucoup dans le gaullisme qui vous dit ça, mais c'est un fait. Dans des partis très charismatiques, si j'ose dire, on est avec le chef, ou alors on n'est pas là. Mathieu Chessinger, pour poursuivre, oui, allez-y. J'avais une petite nuance avec Édouard Philippe, ça doit arriver de temps en temps. Moi, quand je regarde le programme d'Emmanuel Macron, par exemple, sur les questions économiques, il a une ligne libérale modérée dans laquelle je me reconnais en grande partie. C'est d'ailleurs à peu de choses près que Alain Juppé, même François Fillon défendaient pendant la campagne des primaires, puis pendant la campagne présidentielle. Il y a un sujet. Vous n'allez pas lui ramener des voix de gauche. Il y a un sujet sur lequel je rigole. J'ai une vraie nuance avec Emmanuel Macron, où je veux même dire les choses fondamentales. Je ne suis pas d'accord avec lui. C'est sur son programme en matière de famille. Pour moi, aujourd'hui, il y a 3 options en matière de famille. Il y a une option réactionnaire, qui est de dire qu'il y a une famille traditionnelle, qui est la seule famille acceptable, et c'est à laquelle on doit revenir, et donc revenir sur un certain nombre de lois qui ont pu être prises, notamment le mariage pour tous, depuis un certain nombre d'années. Il y a une autre position, une position plus à gauche, qui n'est pas attachée à la structure familiale, qui est beaucoup plus libertaire, et l'objectif, c'est
de lutter contre les discriminations, mettre tout le monde sur le même plan. Et il y a une voie intermédiaire qui est celle qui a été défendue notamment par Cameron en Grande-Bretagne, qui inspire aussi pas mal de républicains modérés aux États-Unis, qui consiste à dire que la famille en tant que telle est une structure sociale qui participe à l'équilibre de la société, qui fait en sorte que les gens puissent s'épanouir, qui apporte un certain nombre de services, de transmission de valeurs, qui est un vrai pilier dans notre société. Et cette famille, quand on regarde concrètement comment la France d'aujourd'hui est constituée, la famille, elle est diverse. Il y a des familles monoparentales, il y a des familles traditionnelles. Et il y avait un article récemment qui rappelait que encore 7 enfants sur 10 vivaient avec leurs 2 parents, qui ne sont pas forcément mariés. Mais il y a des réalités comme celle-ci. Et je crois que le défi de la droite aujourd'hui, et Emmanuel Macron n'a clairement pas pris ce projet-là, le projet d'Emmanuel Macron est très libertaire, le projet de la droite aujourd'hui doit être de réfléchir à la notion de famille pour défendre ce que la famille a d'essentiel dans notre société, quelle que soit sa composition. C'est un état de fait. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, voilà, c'est une vraie différence qui fait que moi, je ne me reconnais pas dans le programme d'Emmanuel Macron sur cette question-là. Et la deuxième chose, c'est qu'une famille politique, c'est aussi une histoire commune. C'est des combats communs. C'est une culture politique qu'on a ensemble. Et cette culture politique, je ne la partage pas avec Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron vient de la gauche. Il a été adhérent au Parti socialiste, il a été ministre de François Hollande. Et aujourd'hui, alors je ne partage pas non plus la culture politique des gens qui viennent de la Manif pour tous, mais au sein des Républicains, et de ce qu'était l'UMP, on a une histoire commune ensemble. Moi, j'ai fait du cabinet ministériel sous Jacques Chirac auprès de Gérard Larcher. J'ai eu la chance de rencontrer Édouard Philippe quand il dirigeait l'UMP. J'ai pu rencontrer Laurent Wauquiez également. Voilà, on a cette histoire commune qui fait qu'on est dans la même famille. Oui, mais justement, pour aller sur cette question qu'on posait tout à l'heure sur la proximité avec En Marche, vous venez de l'illustrer. Il y a un autre courant avec lequel vous êtes très éloigné, mais il est chez vous. C'est Sens commun. Il est chez nous, il existe. Mais il a beaucoup été présent dans la campagne de François Fillon, il a apporté ses troupes, son engagement, il a fait la campagne du candidat issu de vos primaires. Donc je vous écoute, là, on se dit, c'est un peu notre question, c'est dans l'après, là, que vous appelez de vos voeux, et on va y revenir, vous allez tous rester ensemble. Ça a un sens, l'UMP, ça a un sens, les Républicains ex-UMP. Est-ce que c'est pas l'échec de cette grande maison commune, là? Sens commun ne me pose pas de problème dans l'absolu. J'ai des amis qui sont chez Sens commun. Il y a beaucoup de bonne volonté, de fraîcheur, d'une certaine manière, dans cet engagement. Et Sens commun a eu un mérite, c'est d'essayer d'arrimer à la droite républicaine des gens qui auraient pu rentrer dans une opposition complètement radicale et verser plus directement derrière Marion Maréchal Le Pen vers le Front National. Mais si Sens commun est une des familles politiques qui rassemble, qui compose la grande famille que nous avons, il n'y a pas de difficulté. Le seul problème, c'est qu'on est passé dans une logique de leadership, d'exclusive. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, je n'étais pas au Trocadéro, les interventions au Trocadéro étaient une logique d'exclusion. Édouard Philippe évoquait tout à l'heure que dans notre famille politique, on avait toujours eu la liberté de tenir les propos qu'on voulait et d'assumer nos convictions. Au Trocadéro, je pense qu'il ne fallait pas ne pas être sur la ligne de Sens commun. Ça donnait ce sentiment-là quand on regardait à la télé cette émission et quand on voyait les prises de parole. Et ça, c'est pas bon. Pardon, juste, et après on en termine avec Sens commun, parce qu'ils ont déjà été bien présents dans la campagne. Quand même, vous dites effectivement que Sens commun amène de la fraîcheur. Enfin, on voit depuis quelques mois des personnalités de votre propre famille politique se faire huer et siffler au sein même des meetings de François Fillon. On ne parle pas des journalistes, puisqu'on ne va pas faire d'auto-promotion. Non, nous on se fait taper, c'est pas la même chose. Mais jusqu'à Christian Estrosi qui se fait traiter de gauchiste. Donc on se demande un peu aujourd'hui où sont les repères à droite, quoi. Où est le sens des mots. Ça a été, à mon avis, quelque chose qui a coûté très cher à François Fillon. Une campagne, c'est forcément un moment de rassemblement, c'est pas un moment d'exclusive. Et pour gagner dans une campagne aussi dure, il faut rassembler. Et le fait, quand je parle de rétrécissement idéologique, c'est aussi un rétrécissement des pratiques. C'est le contraire du rassemblement. Oui, mais alors où est la fraîcheur exactement? Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce rétrécissement idéologique, ce rétrécissement presque cet entre-soi, nous sommes d'accord, nous sommes sur la même ligne, et tous ceux qui ne sont pas d'accord, même s'ils sont de notre famille, ne sont pas d'accord avec nous, alors ils sont à l'extérieur et on les siffle. Moi, je sais que c'est un truc qui me glace le sang quand je le constate.
le fait de siffler la magistrature, le fait de siffler des journalistes. Moi, j'aime pas les journalistes tous les jours. Il y a des jours où Nous non plus, parfois. Mais je sais, il y a des jours où je raccroche mon téléphone, où je sors d'un entretien en me disant mais c'est pas possible, bon, très bien. Mais cette réaction individuelle qu'on peut avoir dans un entretien, et puis je peux avoir ça avec d'autres professions aussi, et puis vous pouvez l'avoir avec des hommes politiques, cette réaction individuelle qu'on peut avoir, cet agacement ou cette tension qu'on peut avoir, ne peut pas débouler pour un responsable politique par un jugement général et une agressivité générale. En tout cas, pas dans un parti de droite, pas dans un parti de gouvernement, pas dans un parti de rassemblement. Et ça, c'est évidemment très choquant. Je ne me fais pas l'avocat des journalistes, mais enfin, je suis libéral. Je me fais l'avocat de la liberté de la presse. Parce que sans ça, c'est affreux. Donc, je préfère râler contre vous, et ça m'arrive, que de faire siffler la liberté de la presse. Vu du terrain, Xavier Bonnefond, parce que je relisais là votre texte, donc envisager l'avenir de notre pays avec un regard neuf, le texte à la tribune collective, où vous êtes tous là et où vous avez... il y a deux lendemains. Il y a comment vous aider, quels que soient vos désaccords par ailleurs, Emmanuel Macron, puisqu'après tout, je l'ai rappelé tout à l'heure, l'accident démocratique est possible. Sa campagne patine, il a perdu 4 points si on en croit les sondages, donc il ne serait plus qu'à 10 points. Il a une machine en face de lui qui est assez rusée. Il y a des divisions de la gauche, il y a l'abstention, c'est comme ça que ça arrive. Alors, première question, c'est comment vous allez vous-même, là, dans les 10 jours, participer à cette dynamique ou non. Et puis, deuxième question, puisque vous parlez d'un regard neuf, c'est ça, vous appelez un regard neuf. C'est quoi le regard neuf ? Bon, d'abord, moi, c'est vrai que dès dimanche soir, j'ai fait partie de ceux élus locaux qui ont été appelés à s'exprimer sur leur position pour le vote de dimanche 7 mai. Et je voudrais d'abord saluer quand même la dignité de François Fillon qui, le soir même, a quand même exprimé sa position sans pour autant attendre éventuellement la réunion du bureau politique. Sans barguigner, pourrait-on dire, et nous l'avons souligné à Mediapart. Et donc c'est vrai que je tiens à saluer ça parce que pour un certain nombre d'entre nous, c'était quand même aussi important. Et moi, j'ai fait partie de ceux qui, dès dimanche soir, auprès des journalistes locaux, ont exprimé en effet un vote pour Emmanuel Macron. Maintenant, mon vote pour Emmanuel Macron, c'est pas un blanc-seing. C'est pas un blanc-seing au projet parce que moi, j'ai clairement des différences, même si on peut avoir des points de rapprochement. C'est aussi tout ce qui fait la richesse des sensibilités de nos familles politiques. Mais en même temps, j'ai un problème de confiance, moi, avec Emmanuel Macron. Pour moi, Emmanuel Macron, c'est un ovni. Même si j'ai 37 ans, j'ai du mal à penser qu'on puisse devenir un président de la République avec toutes les responsabilités que ça quand même induit, avec la responsabilité sur les forces armées à 39 ans, sans aucune expérience éventuellement quand même importante en termes de gouvernance, en termes de gestion et de responsabilité quand même au sein de notre pays, quoi. Alors certes, il a été ministre, mais finalement, il a été ministre quand même assez peu de temps. Il était ministre quand même d'un gouvernement à l'issue d'un quinquennat qui quand même se solde quand même par un échec. Et donc c'est vrai que Emmanuel Macron, moi, il a besoin d'abord de me montrer demain s'il devait être élu une vraie rupture avec ce qui vient de se passer pendant 5 ans. Et surtout, il a besoin, à mon sens, de mener une vraie campagne de deuxième tour et d'aller convaincre. Et je pense que finalement, le président de la République a eu des paroles un petit peu sensées hier en disant qu'un vote, ça se mérite. Je pense que Emmanuel Macron devrait ne pas oublier cela. Et c'est vrai que les premiers jours, là, depuis ce premier tour, à mon avis, sont pas forcément très bons. Et qu'il ne faut pas, on va dire, juste être content de voir que tout le monde apporte un soutien et qu'il va falloir aller chercher aussi les Français. La logique des consignes de parti, des consignes de vote, que ce soit celle des responsables nationaux ou voire des élus locaux, on voit bien depuis maintenant un certain temps que ça ne fonctionne plus. Donc c'est pour ça que moi, à titre personnel, enfin j'ai dit à titre personnel dimanche soir que je voterai Emmanuel Macron. Donc on voit bien la complexité quand même de la situation. On voit bien quand même que le peuple de France a besoin maintenant de croire à nouveau
en ses responsables politiques. Donc il y a un problème de confiance dans notre pays aujourd'hui. Et donc ça va passer quand même par un travail de fond auprès des responsables politiques qui demain auront des responsabilités importantes dans notre pays. Et puis ça passera par aussi un problème de résultat. Après, ce soir, ce n'est pas la fin des Républicains. J'ai envie de dire que c'est peut-être le départ d'une nouvelle étape et d'un nouveau cycle. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit dimanche soir. Nous avons une campagne à mener. Nous sommes aujourd'hui en campagne aussi, quelque part, un petit peu à côté, pour les élections législatives. Nos candidats sont investis depuis déjà plusieurs mois. Ils sont sur le terrain. Ils ont fait la campagne de François Fillon, mais ils ont fait aussi leur campagne. Et ils sont clairement dans cette logique-là pour pouvoir justement être élus à l'Assemblée nationale au mois de juin. Et c'est en fonction des résultats de juin que se refondera ou pas le paysage politique, j'ai envie de dire, de notre pays. On arrive un peu à la fin, c'est pour ça que je vous ai des signes, Mathieu Chessinger, sur les mêmes questions, là, voilà, l'après là, dans les 10 jours, et l'après, après. Moi, on reconnaît dans ce qu'a dit Xavier, je ne crois pas aux consignes de vote. Les Français sont grands, ils ont tous les éléments d'information pour prendre leurs décisions en conscience. Et voilà, j'ai dit que je voterai Emmanuel Macron à titre personnel, et j'espère que mes compatriotes feront la même chose. Et le regard neuf? Regard neuf, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que ça va venir de la capacité d'Emmanuel Macron à proposer ou pas un véritable rassemblement d'un nouveau genre. Pour l'instant, j'en vois pas les signes. On verra au lendemain du second tour. Mais sinon, nous devrons soutenir nos candidats aux législatives. Et c'est à partir de là qu'on rebâtira. Édouard Philippe, vous avez été au début de l'UMP avec Alain Juppé. Oui. Là, nous sommes le séisme qui ébranle ce qui est devenu l'UMP. C'est quoi la suite pour vous? Qu'est-ce que vous allez bricoler? Est-ce que vous pensez, vous Inventer. aussi, que le parti n'est pas mort? Alors, d'abord un mot sur comment aider, en disant les choses clairement. Et en disant pas simplement qu'il faut voter, enfin, il faut, bien sûr que ça n'a aucun poids, Non, mais en que disant vous, que moi je voilà. voterai, en disant pourquoi. Je pense que la différence qui me sépare de Marine Le Pen n'est pas de la même nature que la différence qui me sépare d'Emmanuel Macron. J'ai une différence de degré avec Emmanuel Macron. J'ai une différence de nature avec Marine Le Pen. Et il faut l'expliquer. Il faut expliquer que le projet de Marine Le Pen, c'est pas simplement un projet d'ordre. Alors, vous êtes de droite, vous dites, oui, mais quand même, c'est un projet d'ordre, c'est important l'ordre. Non, non, c'est un projet qui vous sort de l'euro. C'est un projet qui se traduit par un appauvrissement immédiat de tous les Français qui épargnent. Et dans ces cas-là, croyez-moi, c'est jamais les plus riches qui trinquent. Jamais. C'est un projet qui est un projet d'isolement en Europe. C'est un projet qui est un projet de rétablissement de frontières. Je suis maire d'une ville portuaire. Au Havre, on a beaucoup voté Mélenchon, 30%. Parce que c'est une ville industrielle, ouvrière, qui s'est retrouvée dans le discours et dans le talent, d'une certaine façon, de Jean-Luc Mélenchon. Mais vous pensez vraiment qu'une grande ville... Il est en tête dans votre ville? Oui, bien sûr. Et largement, 30%, enfin 29 et des poussières. Vous pensez vraiment que dans une ville portuaire, l'avenir, le développement économique, c'est le protectionnisme? Mais c'est une folie. Pour nous, pour moi, pour les Havrais, c'est une folie. C'est une folie. Alors bien sûr, il faut intervenir. Bien sûr, on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. Bien sûr, il y a des sujets. Mais c'est une différence de nature qui nous oppose à Marine Le Pen. Et il faut le dire. Et puis il y a une troisième chose pour aider Emmanuel Macron, c'est que il a, me semble-t-il, besoin d'entendre autre chose que ce que lui disent les gens autour de lui, qui sont sans doute des gens très compétents, qui sont sans doute des gens très bien, mais qui sont probablement dans ce moment où les gars, ils ont passé le premier tour et ils sont un peu en vase clos. Et il faut s'ouvrir, il faut changer de personnalité. Ce qu'il n'a pas très bien réussi dimanche soir, il faut bien le reconnaître, c'est se transformer dans quelque chose de plus grand. C'est très difficile. Et donc il faut le lui dire, il faut l'aider à faire ça. Je pense vraiment ça. Bon. Ensuite, regard neuf, c'est se poser des questions qu'on ne se pose plus. Et c'était le sens de notre première tribune. Et c'est terrible. L'appauvrissement intellectuel collectif, c'est pas simplement celui des Républicains, est démentiel. Comment est-ce qu'on intègre la protection sociale dans un monde où le travail se transforme au point que parfois il disparaît? Comment est-ce qu'on... Ces questions-là... Les questions ne sont pas les bonnes. Il faut en poser d'autres. Il faut changer l'agenda. Et ça, c'est compliqué d'organiser le débat public autour des questions de fond. On a beaucoup parlé d'appareil ce soir, de recomposition. On a peu parlé au fond de ces questions-là. Ce n'est pas du tout une critique. Non, mais vous êtes les bienvenus pour qu'on discute après l'élection sur la refondation intellectuelle. On a signé une tribune sur la Méditerranée. Ouais.
il y a là un thème sur cette mer commune, sur ces deux rives, en termes d'énergie, en termes de ressources naturelles, en termes de migration, en termes de sécurité, en termes de développement économique, en termes culturels, qui est essentiel, et on ne le traite jamais. Merci à tous les trois. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Et rendez-vous pour la suite, puisque le feuilleton continuera avec le « Rien ne se passera comme prévu », qui était le hashtag de Mediapart pendant toute cette campagne. On ne peut pas dire que nos vœux ont été exaucés au-delà de ce que nous pensions.